Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Me voici comme d'habitude en ce petit vendredi matin avant le boulot. Je vous prends plutôt aujourd'hui pour essayer d'éviter d'avoir comme fond sonore mon savoureux voisin qui tond le gazon. Mais j'ai remarqué qu'il y a un peu plus de circulation et entre autres des circulations même d'hydravion, donc je suis désolée, c'est le mieux que je peux faire. Alors, nous voici dans une toute nouvelle semaine de lecture. J'ai passé une semaine bien remuante dans la semaine dernière, donc je continue encore mon fameux défi littéraire pour les Patreons de Alex Bouquin Prada. Allez jeter un œil si c'est pas pour le défi littéraire, vous allez voir, c'est vraiment un super Patreon à suivre, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est les lectures olympiques avec le début aujourd'hui des fameux Jeux olympiques à Paris. Et mais bon, voilà, on sentait que c'est comme la thématique. Et je vais continuer mes lectures qui sont prévues potentiellement dans ma pièce à lire pour ça, parce que pourquoi pas, je les ai mises là parce que ça me tentait de les lire, donc ça fait juste me permettre de faire avancer un peu les choses. Et comme j'ai terminé dans mon dernier vlog une lecture d'un petit essai de la halte Lamartinière, qui est en fait Avorter, un droit en danger, de Ghada Hatem. Ça m'a donné envie de me plonger dans un livre que j'ai depuis super longtemps dans ma pile à lire. Puis c'est d'ailleurs une des catégories du Patreon, du défi littéraire du Patreon, excusez-moi, et qui est en fait le livre de Heather Marshall qui s'appelle Looking for Jane, qui est le réseau de Jane en français, je pense. Puis en fait, qui met de l'avant une histoire à 3 voix, je pense, puis 3 temporalités, qui va nous permettre d'explorer l'histoire humaine et pas nécessairement évidente de 3 femmes qui, à travers le temps, vont être confrontées à le fait que les femmes n'ont pas nécessairement le contrôle sur leur corps ou qu'ils n'ont pas le droit de choisir nécessairement. Et le fameux réseau Jane. Bon, c'est inspiré de personnages vrais. Je ne sais pas si le réseau Jane a déjà existé, mais dans le fond, qu'elle appelle le réseau Jane, qui est en fait un réseau qui semble être mis de l'avant au Canada pour faciliter l'accès à des endroits pour avoir des avortements relativement sécuritaires. Donc, c'est indiqué que c'est inspiré, comme je vous dis, de vraies histoires. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça est bien ancré. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que Heather Marshall, c'est une autrice canadienne que j'avais pas réalisé en fait, c'est une autrice canadienne quand on entendait parler de le réseau Jane partout et tout ça, mais je pensais pas que c'était nécessairement canadienne. Puis ça semble quand même se passer en contexte canadien. Puis comme là, le livre que j'ai lu, c'était vraiment sur un peu plus l'histoire de ce qui s'est passé au niveau de l'avortement en France et en Europe. J'avais envie d'en apprendre un peu plus, puis c'est sûr que c'est à travers la fiction, mais moi je trouve qu'on apprend quand même toujours bien à travers la fiction. Donc c'est sûr, ce que je comprends, c'est qu'elle se base quand même sur des choses qui sont relativement historiques, donc ça me donnait quand même un petit peu une idée de ce qui s'est passé. Je pense pas que ça va être une lecture légère, je pense que ça va quand même être remuant pour diverses raisons. Mais j'ai envie de me plonger. Puis c'était pas prévu au départ que j'avais dans ma pièce à lire. En fait, j'avais un autre livre que j'avais mis là pour la même catégorie. Mais là, comme j'ai eu ça, je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec cette lecture-là. Je suis dans ce mood-là. En plus, je l'ai en lecture audio. Puis je vais laisser passer le tracteur. Donc en plus, je l'ai en livre audio, donc ça va m'aider à le faire avancer. Puis ça va être ma lecture au long cours potentiellement cette semaine, plus d'autres lectures qui sont un peu plus courtes que je vais faire en parallèle, un peu comme le même modèle de la semaine passée. Alors, sur ces bonnes paroles, on va sans plus tarder essayer de partir du bon pied malgré la grosse circulation. Je vous dis, je pense que finalement, il n'y a pas vraiment de bonheur pour vous prendre le vendredi matin. Donc, on va essayer de commencer tout ça du bon pied et on va se dire, allez, on se lance ça. Oh là là, j'ai été mais tellement gâtée. Faut que je vous montrer 2-3 petites choses. Ah oui, déjà, vous avez peut-être vu un petit peu. J'ai été me faire tatouer cette jolie lune alchimiste par ma tatoueuse Anna, que j'aime beaucoup beaucoup. On en a profité, on a terminé, je vous pose vite là. On en a profité, on a terminé par ajouter des petits champignons ici et puis une petite fiole là. Mais avant, je voulais vous parler simplement de la lecture que j'ai commencée, qui est Un meurtre absolument splendide de Julia Sils, aux éditions du Masque. Donc déjà, le livre est sublime avec ce hardback. Bonjour, alors c'est la moi très très mollo qui vous reprend parce que j'ai décidé de me fondre dans la masse et d'être malade pendant l'été. Rien comme un genre de virus de type grippe, mais qui semble pas être le fameux virus de 2020. Mais bon, c'est pas grave, pour passer une très belle fin de semaine et des bonnes canicules. Alors voilà, donc je vais peut-être être un petit peu under, mais je vais faire ça le mieux, du mieux que je peux.
Alors, écoutez, je voulais juste vous dire, parce que quand j'ai juste de lancer le blog, bien entendu, comme vous allez pouvoir, je vous disais, ah, c'est super, je vais lire Looking for Jane, donc le réseau Jane d'Heather Marshall. Je vais rester dans la thématique de l'avortement et tout ça. Et finalement, c'est pas ça que j'ai fait. Je suis restée à mon choix initial qui était dans ma pile du fameux défi littéraire. Et c'était un des plus vieux livres de ma pile à lire et tout ça. Puis bon, je tiens pas vraiment un ordre d'arrivée, donc j'allais avec les livres de mémoire qui sont là depuis longtemps puis qui sont en plus parus il y a longtemps. Et j'avais décidé de sélectionner celui-ci qui était The End of the Alphabet par C.S. Richardson. Cette édition-là est publiée chez Anchor Canada. Et c'est paru en 2007. Alors, remarquez la version française en 2007, mais je pense que ça c'est paru même avant ça. Je sais pas. J'ai juste à ouvrir mon livre, mais je pense que c'était une réédition, celle-là. C'est une réédition un peu collector, dans le temps qu'ils ne mettaient pas déjà à pages surtout. Alors, oui, originalement 2007, donc c'est correct. Alors voilà, donc celui-ci. Et j'hésitais, parce qu'en fait c'est une petite plaquette, puis ça fait super longtemps que je l'ai, puis je sais que je vais aimer ça, c'est juste que je ne me lançais pas dedans. Donc ici on voit, vous voyez un peu à quoi ressemble la couverture, je vais le mettre comme ça. Et je vais me permettre de vous lire le résumé de la version française, parce qu'en fait je l'ai écouté en version audio finalement, parce que ça a donné que dans les dernières journées, j'ai eu à faire des déplacements, puis je voulais le commencer en papier, mais j'ai juste pas eu le temps de le commencer en papier, puis finalement c'est tellement un court livre audio que je l'ai écouté entièrement en livre audio en français. J'hésitais parce que C.S. Richardson, c'est un auteur, si je me souviens bien, canadien, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Et je me doutais, comme ça se passe en Angleterre, proche de Kensington Garden, que j'aurais aimé ça de le lire en langue originale. Mais là, je l'avais en français, en livre audio, lu par Michel Rivard. Puis j'étais pas sûre au départ. Mais finalement, ça s'est avéré être en plus un coup de cœur de livre audio. Donc, même si je me doute que j'apprécierais plus avec la langue originale, ça n'a rien changé au fait que j'ai vraiment découvert cette œuvre-là d'une façon assez magistrale par ce support-là. Donc, j'y vais. Voyons, je m'étale. Je vous dis, là, je suis pas toute là. J'ai la tête qui fend en deux et mon cerveau a de la difficulté à aligner les mots. Donc, on va y aller avec de l'indulgence, s'il vous plaît. Alors, voici le résumé qui est indiqué pour la version française traduite qui est publiée chez Alto. Alors, toute cette histoire est assez improbable. L'aventure d'Ambroise Zéphyr et de sa femme Zaphora Ashkenazi, alias Zip, aurait pu commencer un charmant dimanche matin baigné par un soleil d'avril entre la maigreur de l'hiver et les rondeurs du printemps, et peut-être se termine en l'allégresse au crépuscule. Mais ce n'est pas de cette histoire qu'il s'agit. Ce jour-là, Ambroise Zéphyr échoue à son examen médical annuel. Le verdict est terrible. Il est atteint d'une maladie inconnue et incurable qui ne lui laisse que 30 jours à vivre. Fasciné depuis l'enfance par les abécédaires, ce graphiste féru d'art et d'histoire décide de prendre le large et de s'offrir un dernier et merveilleux périple autour du monde avec celle qu'il aime. Premier arrêt, A pour Amsterdam, puis B pour Berlin, C pour Chartres. Mais qu'arrivera-t-il lorsque viendra la lettre Z, la fin de l'alphabet? La fin de l'alphabet se situe quelque part entre la fable, la romance et l'ode au pouvoir qu'exerce l'art et le voyage sur nos vies. Alors ça, c'est la version, la quatrième qui est proposée pour la version française. Ça reste quand même, à mon avis, un peu en surface. Puis j'ai hésité à vous le lire parce que je me demandais si c'est pas plutôt un livre dans lequel on va aller à l'aveugle. C'est préférable, mais ça aborde quand même un sujet central, donc je me suis dit que ça pourrait quand même être un peu un traumavertissement. Je pense qu'en français, maintenant, ça dit quoi? C'est avertissement de sensibilité. Je pense qu'elle peut comme ça maintenant le terme, mais j'aime bien traumavertissement. Donc, traumavertissement parce qu'évidemment, on parle de maladies incurables, de perspectives de mort rapide, de deuil de fin de vie, voyez-vous un peu le topo. Avec quand même pris sous un angle qui semble un peu Boris Vian-esque, disons, ou alors Christian Bobin-esque, mais quand même, c'est ces thèmes-là qui sont abordés, donc je me suis dit, ça vaut peut-être mieux que je vous lise la quatrième de couverture. C'est quand même un livre qui aborde les sujets, comme je vous disais, avec une approche relativement bienveillante et tout ça, mais ça reste que peut-être que pour certains, même ça serait un peu trop. Alors, que vous dire de tout ceci? J'ai adoré, ça a été un coup de cœur intersidéral. C'était... Puis je pense pas que je vais pouvoir vous l'analyser beaucoup. J'ai pas envie de vous l'analyser beaucoup. J'ai envie que vous vous y plongiez. En français, la version française fait 149 pages, mais ça se lit vraiment tout seul.
Ça s'écoute surtout très bien en livre audio. Écoutez, Ambroise Zéphyr et sa femme Zip. Quelle belle proposition littéraire que l'auteur nous fait. C'est une structure complètement atypique. D'ailleurs, au début, je me demandais un peu où on s'en allait parce qu'évidemment, on va passer vraiment du présent au souvenir, aux réminiscences, aux flashbacks, un peu en alternance comme ça, un petit peu dans le chaos. Mais au début, je me suis dit, mais là, bon, c'est sûr, ça donne un style. C'est des petites sections. Là, en livre audio, c'était moins visible, mais voyez-vous, dans le livre papier, un peu, les sections commencées, c'est un enchaînement de petites sections courtes, un peu comme si c'était des prises de notes. Bon, la version originale en anglais nous donne un peu plus une idée. On sent ici que ça mime un peu les fameux carnets avec élastique, carnet de voyage. Mais je vous en dirai pas plus. Donc oui, c'est sûr que c'est ce style-là. Au départ, je me suis dit, OK, mais tu sais, ça me plaisait, mais je me suis dit, c'est quand même très morcelé. C'est comme si on y allait avec l'histoire se construit à partir de miettes d'émotions et de mémoire. Donc, ça reste ça un peu. Puis dans le fond, c'est vraiment une approche qui fait en sorte qu'on va apprendre à connaître les personnages de façon complètement spontanée, comme si on était assis à côté de ces personnages-là, puis qu'ils nous racontaient un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Puis souvent, quand on raconte, on part sur quelque chose, on part sur une structure, on pense à quelque chose, on le mentionne parce qu'on trouve que c'est pertinent et tout. Puis en même temps, il y a des envolées d'authenticité émotionnelle qui viennent quand on raconte. Donc pour moi, c'était une histoire qui misait beaucoup sur la structure déconstruite pour se rapprocher de l'authenticité émotive. Puis c'est tellement bien fait, puis c'est tellement fin, puis c'est tellement précieux, puis c'est émouvant. Puis, oh là là, c'est effrayant. Je sais pas comment ça se fait, c'est effrayant. J'ai effrayant dans le sens que ça fait effrayant que je sois restée aussi longtemps que dans ma pile à lire. Je pense que ça doit faire, je sais pas combien de temps qu'il est là. Ça fait pas depuis 2007, là, mais j'en ai entendu parler quand il est sorti, il me semble, en 2007, mais ça doit faire au moins 4 ans, 5 ans qu'il est dans ma pile à lire en version originale. Puis, il me disait toujours, je vais lire, c'est pas long. Puis, ça m'interpellait, là, le résumé. Donc, je pense que je vous en dirai pas beaucoup plus parce que je veux que vous fassiez votre propre idée, mais sachez que ça remue, ça fait se poser des questions sur l'essentiel, sur le côté éphémère des choses. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que le point de vue qui est mis de l'avant par rapport à cette espèce d'annonce un peu, bon, cette annonce surprise-là qui vient bouleverser littéralement le cours de la vie d'Ambroise Zéphyr et de sa femme, elle est proposée sous des dehors poétiques parce que ça fait partie, on trouve ça poétique de l'extérieur, mais dans le fond, on se rend compte que c'est la réponse du personnage à ce choc-là. Donc, c'est la réponse d'Ambroise Zéphyr, qui est quelqu'un qui est très sensible aux arts, mais qui a en même temps un petit côté un peu psychorigide, de lisse, d'essayer de... Puis c'est sa réponse à lui de se dire, je vais faire un abécédaire pour se rassurer, parce que c'est quelque chose, il se ramasse devant l'inconnu, devant en fait le void, devant... pas juste l'inconnu, devant rien, parce qu'en fait, on lui annonce qu'il va être mort bientôt. Donc, c'est sa façon de réagir à ça. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on se dit, ça va être comme une espèce de voyage, mais en même temps, comment on peut vivre ce genre de voyage-là? Comment lui peut vivre ce genre de voyage-là? De l'extérieur, on pourrait se dire, oui, je vais faire ça sur ma bucket list, je vais cocher tout ce que je vais pouvoir de choses que je voulais faire depuis toujours, mais en même temps, dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on arrive vraiment à être dans un état d'esprit détaché de tout, puis de se dire, comme dans l'idéal du détachement, qu'on profite de chaque instant, ou quand c'est des chocs comme ça qui arrivent super rapidement, en même temps que c'est pas instantané, c'est pas demain qu'il va mourir, mais il y a quand même un petit 30 jours pour essayer de paniquer un peu sur le peu de temps qui reste. Comment on vit ça? Comment sa femme vit ça? Et on n'est pas dans le mélodrame, mais en même temps, on est comme dans le super humain. On est dans on espère emprunter l'avenue Boris Vian, puis en même temps, on est juste des humains, puis en même temps, on a-tu le droit d'être des humains, on a-tu le droit de vivre ça comme on pense qu'on a envie de le vivre, même si c'est pas exactement comme ça qu'on pense qu'on devrait le vivre. C'est tellement parfait, là, si vous avez jamais lu ça, ça vaut la peine. C'est quelque chose qui, à mon avis, qui est intemporel, qui va jamais vieillir, qu'il faut absolument qu'il reste dans les étagères de chaque personne. Mon Dieu, mais quel bon début de semaine livresque, malgré mon état, parce que ça a commencé pas juste aujourd'hui. J'ai quand même réussi à accrocher, sauf qu'en même temps, j'ai l'impression quand même de ne pas avoir savouré tout de ce livre-là, parce que je l'ai écouté en livre audio, qui était excellent. La narration de Michel Rivard, comme je vous dis, ça m'a surpris, parce que
c'est un chanteur, je sais que c'est aussi un comédien à ses heures, mais ça reste que c'est quand même assez difficile de faire la narration. Puis il y avait plusieurs personnages, et là j'ai trouvé qu'au début j'étais pas certaine, mais après ça je trouve qu'il y a tellement trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait une justesse dans le jeu de Michel Rivard à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc, oui, j'ai pu vivre les émotions, donc l'essentiel de tout ça, j'ai pu le vivre avec mon âme, avec mon cœur. Ça, c'est tout bien vécu, c'est ce qui fait que j'ai un coup de cœur, ça le dit. Mais on dirait que j'ai une petite soif en plus de savourer de façon un peu plus intellectuelle toute la précision puis l'habileté de cette plume-là, comment il a pu décider de construire ça comme ça, comment on arrive à évoquer par petits coups de palette, de bribes, de mots pour que ça crée un tout et qu'à la toute fin, on ait aussi qu'on fasse une illumination finale de dire « Ah, ok, c'est... » Donc, il y a tout ça qui va nous arriver tout en étant complètement bouleversé par ce qui est abordé comme sujet. J'ai trouvé ça, je suis encore sur le derrière de cette prise de conscience-là. Donc, je suis peut-être en retard parce que tout le monde aurait découvert C.S. Richardson il y a longtemps, puis que maintenant, ça fait 2007, donc c'est même plus d'actualité. Mais je considère quand même qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Donc, je vous le suggère ardemment. Et ben voilà, c'était ma première lecture de la semaine. Et je vous garantis rien pour la suite parce que je vais d'abord aller soigner mes microbes, laisser à mon corps le temps de se réparer. Donc, désolée, ça va paraître dans ma face, mais c'est la réalité. Et ben, on verra pour les prochaines lectures. Mais en tout cas, je vous le dis vraiment, ratez pas ça. Si vous le pouvez en original, parce que moi, je crois que je vais le relire. Je vais le relire parce qu'il y a quelque chose dans la mise en page même qui crée une dynamique. Donc, voyez-vous, c'est presque, en fait, c'est quasiment comme en prose poétique ou en vers libre. C'est comme un roman, presque un roman en vers libre, finalement, non, là, mais ça ressemble un peu à ça. Puis j'ai l'impression que le fait de le lire en langue originale et d'être consciente de la forme visuelle du texte, ça va m'amener c'est comme j'aurais donné, mettons, là j'ai donné 5 sur 5, donc j'ai donné 100%, mais tu sais, je sens que je pourrais donner 120% à cette lecture-là, mais que le 20% qui me manque, c'est juste que je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu l'opportunité de le lire en version papier, en langue originale, donc ça sera une relecture à planifier, mais j'ai déjà hâte de le relire en fait, donc ben voilà, c'est tout, comme tout, ça m'a quand même bien tenu compagnie dans ces circonstances, alors ben voilà, on se dit à tout bientôt, j'espère que ça va être bientôt. Mais quand je vais aller mieux, je vais vous reprendre. Allez, à tout de suite. Bonjour, alors me voici en ce lundi de congé, en cours d'avant-midi. Je viens vous voir pour vous parler de, en fait, une lecture que j'ai comme, en fait, engloutie, finalement, de façon tout à fait inopinée. Je n'étais pas sûre que j'allais le faire, mais je l'ai englouti complètement. Et c'est celui-ci qui est Le journal d'un vide d'Amy Yagi. Et c'est chez 10-18, donc version poche, mais c'était paru avant, je pense que c'est chez Piquet. Je me souviens jamais c'est quoi les éditions. Il publie beaucoup de littérature japonaise, il me semble. Non, Robert Laffont. Avant Robert Laffont. Donc, Journal d'un vide. Je vais ouvrir la 4e de couverture pour que vous vous remettiez un petit peu en contexte, mais sachez que ça, c'est une des lectures que j'avais pour mon défi littéraire. Et c'était dans la catégorie féminisme, mais j'aurais pu être aussi, ça aurait pu être aussi dans la catégorie sortir de ma zone de confort parce que littérature japonaise. Mais voici la 4e. Seule femme de son équipe, Madame Shibata, une trentenaire diplômée, hérite des tâches quotidiennes les plus ingrates. Faire le café, ranger la salle de réunion, laver les tasses sales de tous ses homologues masculins. Mais un jour, dans un accès de rébellion non prémédité, elle refuse. Du fait de sa grossesse, annonce-t-elle. Selon Beau Tableau, Madame Shibata n'est pas enceinte. Une mécanique folle se met alors en marche tandis qu'une nouvelle vie s'offre à elle. Sa condition la protège désormais des heures supplémentaires, de la photocopieuse et de la machine à café. Elle peut enfin se reposer et même assister à sa première échographie.
Alors que son ventre grossit et que la frontière avec la réalité s'estompe, une question demeure. Jusqu'où cette grossesse peut-elle aller? Donc, prémisse assez intrigante et il faut quand même rester un peu ouvert d'esprit pour ce livre-là parce qu'on va toujours rester, comme ça dit, entre la frontière entre est-ce que c'est réel ou pas. Donc, on va vraiment suivre Madame Shibata. Puis pourquoi j'avais mis ça dans le féminisme, c'est parce qu'en fait, cette autrice-là, sous le prétexte de faire cette espèce de journal de grossesse qui s'appelle Journal d'un vide, ça commence à la semaine 5 comme d'une grossesse et ça va aller jusqu'à la semaine 40 et ensuite un prologue de 1 an plus tard. Donc, sous prétexte de faire ça, elle nous propose une vraiment singulière tranche de vie, mais surtout prise de parole sur la société japonaise. On est vraiment dans une société qui est encore très patriarcale où les femmes sont encore peuvent avoir une carrière, mais souvent vont laisser de côté leur carrière dès qu'elles sont mariées ou elles ont des enfants, puis encore en 2024 potentiellement. Donc, c'est sûr qu'on est quand même dans un autre univers et on est dans un endroit, un pays ou une culture où la naissance des enfants est importante parce que la population japonaise est vieillissante. Donc, c'est sûr que toute naissance est comme importante. Ce qui fait que ça, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte parce que c'est ça. C'est clair que cette prémisse-là dans le monde québécois, ce serait bien différent. Alors, c'est vraiment intéressant comment ça fonctionne parce que dans le fond, quand on commence le livre, on commence à la semaine 5 et c'est une narration qui commence aussi en plein milieu. Comme si on avait l'impression qu'on... Je me suis même demandé s'il me manquait les 5 premières semaines. Évidemment, au fur et à mesure qu'on approche, on se rend compte que c'est à partir de cette semaine-là qu'elle a décidé parce qu'elle était écœurée de dire à ses collègues de bureau, qui sont tous masculins en fait, qu'elle ne peut pas rien faire comme tâche parce qu'elle était enceinte. C'était sur un coup de tête, puis elle est restée comme un peu pris avec ça, puis là, elle s'est dit, bon, ben, je vais le poursuivre, comme ça dit, comme une espèce de mensonge. Parce que, dans le fond, en tant que femme dans cette société-là dans laquelle elle habite, elle a comme envie d'avoir accès à quelque chose comme ça, quelque chose que c'est seulement les hommes qui peuvent potentiellement avoir. Elle a connu d'autres emplois à part cet endroit-là où c'était pas nécessairement uniquement des hommes, mais c'est des emplois où elle avait beaucoup de pression, elle n'avait pas droit à la déconnexion, elle travaillait plein d'heures non rémunérées et tout ça, donc elle avait choisi de changer de milieu volontairement pour être dans un endroit où c'était plus calme. Et puis le poste était intéressant, mais dans le fond, elle avait comme pas compris que ce nouveau milieu-là, c'était un milieu où sa description de tâche était une chose. Et on s'attendait par contre qu'elle fasse la femme de ménage un peu dans tout ça. Donc ça, c'est super intéressant. Puis on va la suivre dans le fond de jour en jour. C'est des courts chapitres. Donc ça se présente vraiment comme des entrées de journaux. Et on va la voir au début jouer le jeu. Puis après ça, se rendre compte qu'il faut quand même qu'elle joue le jeu assez bien parce que bon, quand même, elle a un collègue qui s'intéresse super gros soudainement à sa grossesse parce qu'elle sait comme pas pourquoi. Donc, elle va s'acheter des magazines pour savoir à combien de semaines de grossesse on est censé être, comment, c'est quoi les inconvénients et tout. Elle va même se prendre au jeu de commencer à manger en fonction de qu'est-ce qu'ils disent de, tu sais, bon, mettons là, vous commencez à avoir moins de nausées, donc vous mangez plus, puis elle va se mettre à prendre du poids pour vrai, même si techniquement elle n'est pas enceinte. Puis éventuellement, elle va se dire, ah, il faudrait peut-être que je fasse un peu d'exercice parce que là, je me rends compte que je perds un peu le contrôle. Puis elle va faire s'inscrire. Mais là, comme évidemment, elle est enceinte, puis l'endroit où elle va, c'est dans le fond, ben, elle ne peut pas non plus juste faire des exercices réguliers. Donc, elle s'inscrit à de l'aérobic prénatal et tout ça. Puis, dans le fond, au fur et à mesure de ça, ça va être évidemment un prétexte à poser un regard assez acéré puis assez critique sur la société telle qu'elle est présentée au Japon dans celui-là, et le rôle des femmes dans la société encore en 2024, le fait qu'il faut comme passer par la maternité pour accéder à autre chose, mais qu'en même temps, une fois qu'on tombe enceinte, ben, on est quand même finalement toute seule après pour s'occuper des enfants, continuer à avoir une vie occupée, continuer à s'occuper de tout et que l'homme n'est pas quelqu'un qui contribue beaucoup. Mais ça va être aussi une ode un peu comme à l'amitié puis à saisir l'opportunité au vol. Donc, évidemment que là, c'est pas qu'on recommande de mentir comme ça, mais dans le fond, c'est qu'on va sentir qu'éventuellement, elle avait potentiellement besoin ou qu'elle se cherchait un peu puis qu'elle va comme finalement saisir l'opportunité de se dire, ben j'aurai peut-être pas d'enfant, mais je vais essayer de faire quelque chose de ma vie, je vais essayer de faire quelque chose qui me tente. Puis on va se rendre compte que dans le fond, au fur et à mesure de cette espèce de 9 mois-là, où elle va avoir de plus en plus de
qualité de vie grâce à sa condition, parce qu'évidemment, l'équipe dans laquelle elle est, ils sont soudainement super, ils la supportent gros, puis ils font vraiment attention à elle, alors que techniquement, avant, c'était la même personne, mais ils ne le faisaient pas. Elle va finalement découvrir autre chose. Elle a plus de temps pour elle peut cuisiner pour elle quand ça y tente. Le fait qu'elle va faire de l'exercice, en fait, finalement, au départ, c'était juste parce qu'elle se disait un impératif de beauté sociale, mais là, dans le fond, elle se dit... Dans le fond, elle finit par rencontrer des gens, elle finit par rencontrer des amitiés, des gens avec qui elle va être amie, des gens qui ont des vies différentes de la sienne, qui vont se faire se poser des questions, justement sur ça, sur tout ce qui est considéré comme un succès dans une vie, dans cette société-là, puis qu'est-ce qu'elle veut faire avec la sienne. Et c'est super bien mené. C'est mené aussi avec un ton qui est très humoristique, étrangement. Ben, ironique, plus ironique, humoristique. J'ai ri des moments comme de façon tout à fait imprévue. On s'attache quand même. Il y a pas... Les personnages secondaires sont un petit peu plus flous, sont présents, mais c'est plus comme la masse sociale. Ils sont comme là pour représenter un peu plus les archétypes sociaux. Sauf peut-être les personnes qu'elle va rencontrer à l'aérobic natal. Elle va se rapprocher de quelques personnes et son collègue au bureau qui l'énerve parce qu'il est toujours dans sa bulle et tout ça, mais dans le fond, qu'elle va comprendre finalement pourquoi il s'intéresse tant que ça à sa grossesse. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, avec une fin un peu ouverte, comme je vous dis, je la donnerai pas, mais avec une fin un peu ouverte, on peut en penser qu'est-ce qu'on veut, mais savez-vous quoi? Je pense que ça, c'est une plume de littérature japonaise que j'aime vraiment beaucoup. Donc, incroyable. Après tous ces essais, c'est une plume que j'aime beaucoup. Je crois que c'est son premier roman. C'était en 2020. Puis il me semble que c'est une journaliste Miyagi. Je sais pas si elle écrit autre chose. Oui, elle est éditrice pour un magazine féminin au Japon. Et c'est Journal de BD, son premier roman. Donc, je sais pas si elle écrit autre chose, mais si elle écrit autre chose, ça va m'intéresser. Donc, et voilà, ça a été un essai très fructueux, finalement, qui m'a sorti de ma zone de confort, mais pas tant que ça, parce que j'ai retrouvé finalement une espèce de plume singulière qui va au-delà du banal, mais en même temps qui reste vraiment dans le côté tranche de vie et qui capte notre attention par le regard qu'elle porte sur ce qu'elle est en train de vivre, sur ce qu'elle décide de vivre, le côté vraiment ironique de la situation où elle va vraiment comme devoir faire en sorte qu'elle est enceinte jusqu'au bout parce que dans le fond, plus ça va, puis moins elle peut reculer. Mais en même temps, le côté réflexion profonde sur la société, ça m'a vraiment plu. Donc, si jamais ça vous tente, c'est un petit opuscule de rien, 216 pages, je pense 215, 216 pages, puis ça vaut vraiment le coup. Donc, voici pour ma lecture terminée. Et là, j'ai hésité un peu, j'avais le goût de... je continue encore dans mes lectures, finalement, du défi littéraire, là, sans surprise. J'aimerais beaucoup lire le nouveau roman de Titou Lecoq, qui est Une époque en or, que j'ai chez moi, mais je lis en papier seulement. Puis là, je me disais, je pourrais lire aujourd'hui comme j'ai congé. Peut-être que je vais regarder plus pour la fin de semaine prochaine, pour le lire un peu d'un coup, parce que comme je ne l'ai pas en audio, parce qu'il n'existe pas en audio, puis je ne peux même pas l'avoir en numérique ici au Québec, je ne peux même pas comme utiliser à la limite des bouts d'intelligence artificielle pour le lire en voix synthétique, voix synthétique, en tout cas, lecture à haute voix, comme pour un mode d'accessibilité quand je vais en voiture, parce que je ne l'ai pas en livre numérique, il n'est pas encore disponible ici. Donc, c'est là, il va falloir que je lise papier. Donc, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'ai souvent pas le temps en continu. Puis c'est là, je pense que j'avais aimé ça, le lire d'un coup, d'un souffle. Donc, je pense que je vais me garder pour la semaine prochaine. Puis là, dans le fond, dans ma liste, j'avais un livre que j'avais depuis un petit moment, puis qui est dans la catégorie lire un livre de Cazon. Et c'est un auteur que je veux découvrir depuis longtemps, c'est Éric Vuillard. Et j'avais celui-ci dans ma pile à lire, donc j'avais acheté en bouquinerie. Éric Vuillard, L'Ordre du jour, et c'est en collection poche chez Babel. C'est assez remuant. Donc, je voulais le 4e de couverture. Je sais pas si ça blablabli. Ouais, je vois quand même. Ça divulgage peut-être pas trop. Mais de toute façon, je suis juste au début. 20 février 1933. Une fin d'après-midi à Berlin, dans les confortables salons du palais du président du Reichstag. Une réunion secrète entre les plus grands industriels allemands et les hauts dignitaires nazis doit sceller le financement de la prochaine campagne électorale. Il y a là le nirvana de l'industrie et de la finance. Krupp, Opel, Siemens, Telefunken. De cette inaugurale procède un consentement irréversible qui aboutira au pire. Au fil d'un récit intense et sidérant, l'écriture d'Éric Vuillard rend à l'engrenage des faits leur dérisoire et pathétique charge émotionnelle, la fragilité de l'instant. Et derrière les images triomphales de la Wehrmacht se découvrent aux origines de vulgaires marchandages, de tristes combinaisons d'intérêts. Cette démonstration magistrale et grinçante doit nous rappeler que, le plus souvent, ce qui semble irrésistible, ce ne sont pas les circonstances, mais nos accommodements et les compromis des puissants. Donc ça aussi, mini plaquette de rien du tout. Je pense que c'est 150 pages. Celui-là, je l'ai en livre numérique, donc je vais le lire en papier, puis au pire, je vais continuer en voie de synthèse
peut-être si jamais j'ai à faire un peu de route. Mais ça a l'air assez chargé, même si c'est une petite plaquette, mais ça m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup comme la politique, puis un peu ça. Puis c'est quand même troublant, parce que ça, dans le fond, ça se passe avant les premières élections du chancelier, qui était Hitler à l'époque, pour qu'il vienne au pouvoir. C'était en 1933, donc tranquillement la préparation à la Seconde Guerre mondiale. Donc, toujours troublant et remuant de voir à quel point tout se joue en coulisses et à quel point les décisions se prennent sans nécessairement tenir compte de l'impact que ça a sur l'ensemble de la population. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de lire et on verra pour la suite des choses. Donc, ben voilà, c'était mon petit coucou du lundi. Puis on se reprend quand je peux. Bonjour! Alors, comme d'habitude, un petit coucou pendant ma pause repas de ma journée de boulot. Écoutez, tout d'abord, j'ai terminé. Je vous en avais parlé, hein? Oui. J'ai terminé ceci, donc, l'ordre du jour d'Éric Vuillard. Et ça a été une bonne lecture. Ça a été pas comme je pensais, c'est-à-dire que c'est très dense. Pour moi, ça a été comme une espèce de prise de position ou documentaire romancé concernant justement une perspective qu'on n'a pas souvent par rapport à... qu'on n'a pas souvent. C'est pas nouveau, mais qui n'est pas souvent mise de l'avant par rapport à la Seconde Guerre mondiale et ce qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le rôle de tous ceux qui n'ont pas été, dans le fond, qui n'ont pas été impliqués dans les procès de Nuremberg. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement les têtes dirigeantes, mais ici, on parle vraiment de tous ceux qui ont été présents à la réunion du 20 février 1933, qui étaient des commerciaux, des gens qui avaient de l'argent et qui ont décidé, en fait, de donner à la campagne pour l'élection de Hitler, en fait, comme à la tête de l'Allemagne, et qui ont par la suite bénéficié aussi d'ententes commerciales qui faisaient en sorte qu'ils pouvaient en fait exploiter les prisonniers des camps de la mort pour leur propre bénéfice. Et tout ça a été un peu effacé de l'histoire de ces grands-là. Et c'est quand même des noms qu'on connaît, comme je vous avais dit tout à l'heure. Siemens, Telefunken qui disait, puis je pense qu'il y avait Opel, entre autres, mais il y en a d'autres. Krupp. Puis, c'est ça. Donc, c'est comme des gens qui ont eu à vivre avec ça. Cette partie-là de leur histoire a été, entre guillemets, effacée ou blanchie de l'histoire de l'entreprise. Mais ces gens-là ont joué un rôle majeur aussi. Et ont comme un peu échappé, dans le fond, au filet de la justice internationale à ce moment-là. Puis c'est super intéressant comment c'est fait. On part bien sûr du point de départ de cette réunion-là. Puis ensuite, on va voir avancer. En fait, l'auteur va nous amener à certains points de bascule jusqu'à ce qu'on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Donc, de rencontres avec certaines de ces personnes-là, avec des dirigeants qui ont peut-être pris des mauvaises décisions ou des décisions faibles, mais qui finalement, on se rend compte, par exemple en Autriche, qui avait peut-être pas autant de latitude que ça de dire non. Donc, c'est pas pour excuser, mais c'est pour mettre en contexte. C'est vraiment intéressant comme point de vue. Attendez-vous pas à un roman, là, c'est pas exactement ça. C'est plus comme une remise en perspective historique sous forme de petits bribes qui se succèdent et qui culminent dans justement une prise de position finale. Puis je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on connaît déjà l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du rôle d'Hitler là-dedans, du rôle de tous ceux qui ont joué, qui ont été impliqués de près et de loin dans les atrocités, les génocides qui se sont faits pendant ce temps-là. Mais il va toujours avoir des gens qui vont passer entre les mailles du filet. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de dire, il ne faut jamais oublier que ça part aussi de ça. Puis, en quelque part, on a une certaine responsabilité aussi de ne pas oublier ça, de faire en sorte que ces faits-là ne s'enterrent pas. Puis que là, ça concerne la Seconde Guerre mondiale, mais bien entendu que pour toutes les guerres subséquentes, c'est le même principe. C'est le principe que sans argent, on va pas loin. Alors voilà, ça a été marquant. Ça peut être un coup de cœur parce que je sais pas trop comment je pourrais... Pour moi, j'ai plus perçu comme une non-fiction. Mais quand même, ça vaut la peine de lire. Je sais pas si je vais le garder à la maison, mais peut-être. C'est par contre pas un livre qui se lit bien à l'audio. Donc, il n'y a pas de l'audio de celui-là. Je l'avais lu un peu en voix de synthèse. Mais c'est pas bien l'audio parce qu'il y a beaucoup de sauts dans le temps. Puis c'est par petites
plaquettes, comme je vous dis, par moment clé. Donc, c'est un peu moins évident à lire à l'audio, mais de toute façon, c'est vraiment pas gros. Donc, ça vaut le coup quand même d'oser aborder ce pan-là qui était un peu plus caché peut-être de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai commencé ma lecture, ma prochaine lecture, dans le fond, encore une fois, du défi littéraire que j'ai avec Alex Bouquin Prada, et ça fait partie de mon livre Ma pile à lire. C'est un classique, c'est juste que moi, je suis vraiment ignorante, puis je connaissais même pas cet auteur-là. Donc, c'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti, ici en édition collector chez Point. Et c'est vraiment comme un classique, dans le fond, de cette écriture-là, qui est une écriture qui est très... voyez-vous, Pierre Loti, 1850 à 1923, était un écrivain et officier de marine, et un peu particulier comme personnage, d'après ce que j'ai pu lire sur son histoire personnelle. Là, on va parler de son œuvre et peut-être pas de sa personne. Et je l'avais pris parce que Pêcheurs, Islande et tout ça. Et puis, je vais vous lire la 4e de couverture, le petit résumé qui est mis ici en 3e de couverture. Puis ensuite, je vous dis où j'en suis. Jan Gauss est marin-pêcheur. Il est l'un de ces Islandais qui, de février à août, quittent le port breton de Paimpol pour aller pêcher dans les eaux du Nord. Gaude Mével aime avec passion ce forçat de l'océan, sans parvenir à le lui avouer. Pourtant, elle garde espoir qu'ils finiront un jour par être réunis. Pierre Loti dépeint avec précision et poésie la dure vie des hommes sur les flots et la longue attente des femmes sur les côtes. L'histoire d'un amour inoubliable qui se mêle au tumulte obsédant de la mer. Donc voilà, j'avais aucune idée en fait vraiment de quoi ça parlait. Je me suis complètement laissée happer quand je l'avais acheté par la couverture, le propos, puis à l'arrière l'espèce d'insert qu'il y avait ici. Et bien voilà, donc c'est une histoire d'amour finalement, mais à la classique. Je l'écoute en livre audio, celui-là, j'ai la vraie version audio, puis je pense que c'est une bonne idée. C'est quand même une écriture qui est assez, comment on pourrait dire, assez fleurie. C'est un livre qui est presque à 100% descriptif. Donc, à la fois des paysages, du mouvement, de la nature, des discours intérieurs des personnages en eux-mêmes. Puis quelquefois, il y a quelques dialogues qui, à mon avis, puisque comme je l'écoute en audio, je ne l'ai pas vu, mais qui, à mon avis, sont insérés, là, c'est pas avec des tirets, ça doit être inséré dans les phrases, donc les dialogues indirects. Quelques petits tirets, là, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est le ton. Fait que c'est sûr que si pour vous, c'est moins votre tasse de thé, sachez que ça ressemble à ça. C'est très travaillé comme écriture. Puis ça me fait un petit peu penser, pas vraiment, là, mais c'est un peu un souffle qui fonctionne comme ça, de souvenir en souvenir, de personnage en personnage. Ça m'a fait penser un peu au début de La recherche du temps perdu de Proust. C'est peut-être pas des phrases aussi longues, mais c'est un peu le même esprit. Et jusqu'à maintenant, j'aime bien voguer avec les personnages sans mauvais jeu de mots. Parce qu'en fait, c'est un texte qui, même si ça ne se passait pas sur un bateau de pêche, c'est une plume qui nous fait voguer en général. Donc, qui nous fait voguer dans l'histoire qu'elle veut raconter, qui nous fait voguer entre les différents caractères des personnages, puis entre les différents lieux qui sont mis de l'avant. Donc, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est haletant. C'est un roman d'atmosphère. Tranquillement, on se dirige un peu vers peut-être ce qui semble être l'histoire d'amour en tant que telle. Mais c'est très lent, c'est tout un peu en non-dit puis en évocation. Mais j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Donc, je le continue en livre audio. C'est finalement beaucoup plus long que... plus long, non, mais quand même, pour un classique, c'est plus long que ce que je pensais. Je pensais 280 pages. Donc, mon objectif, c'est quand même de le terminer avant la fin de ce blog-ci, donc avant vendredi. J'ai peut-être pas tant de déplacements que ça à faire, par contre, mais je vais voir. Celui-là, je l'écoute en vitesse un petit peu plus accélérée parce que le narrateur, au départ, il y a un débit qui est très, très lent. Puis comme je suis en voiture, quand c'est très lent comme ça, j'ai de la misère à me concentrer. Mais dans le fond, j'ai trouvé un petit juste milieu que je suis capable de l'accélérer sans que ça dénature. Ça dénature absolument pas son ton de voix, ni son intonation, ni le jeu qu'il fait. Donc, j'ai une petite limite que j'ai pu atteindre qui me permet d'aller un petit peu plus rapidement. Mais le but, c'est pas d'aller rapidement. C'est un roman dont il faut s'imprégner, dans lequel il faut se laisser voguer. Donc, voilà pour ma lecture en cours. Et sinon, je pense que j'ai vraiment oublié. En fait, je suis passée à la bibliothèque il n'y a pas longtemps pour aller chercher des réservations, mais je pense que j'avais oublié de vous faire mon book haul de bande dessinée de bibliothèque, en fait, depuis un bout. Donc, on va se lancer là-dedans assez rapidement. Alors, j'ai quand même une récolte pas si mal, parce qu'en fait, j'emprunte la plupart de mes romans graphiques, finalement, à la Bibli. Et voilà, on va commencer par un opuscule que ça faisait longtemps que je voulais lire parce que je le vois passer en Europe. C'est une des 3 premières parutions des éditions, en fait, du label Le Renard Doré Édition, qui est en collaboration avec Sarbacane, ou Rue de Sèvres? Rue de Sèvres, je pense que c'est une collection de Rue de Sèvres. Oui.
Rue de Sèvres. Alors, c'est celui-ci. C'est un manga, Le voyage de l'ours lune. L'auteur, c'est O. Et ben voilà, donc je vais essayer de voir. Je vais peut-être pas, je sais pas si je vais lire les quatrièmes de couverture, mais en gros, ça le dit, on va suivre un ours. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. C'est quand même un dessin qui est très épuré. On est quand même dans le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche. Et bon, dans le fond, je vais vous le dire, je pense que je me souviens de vous les lire, c'est pas des grandes quatrièmes. Allons-y pour la quatrième. Là, des 2 jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire, jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les 2 voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Donc, on est ici, je pense que c'est un manga un peu plus comme tranche de vie. À l'arrière, ils disent initiatique, mais bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, complètement ailleurs, puis ça, je me souviens même plus où je l'ai vu, mais ça m'avait vraiment intriguée. On est vraiment dans un autre... De toute façon, peut-être pas ça. Donc, c'est Anamnèse. Anamnèse de Thiago Souto chez Bubble Édition. C'est un tome unique, donc je vais vous montrer. Ouais, c'est ça, c'est les visuels qui m'avaient vraiment comme plu. Je vais vous montrer quelques planches. J'arrive à pas faire trop de reflets. Donc l'intérieur était un petit peu plus accueillant, disons, que la couverture, qui est quand même une couverture choc, disons. Je vais essayer de voir si c'est en fait ça. Et à l'arrière, ça dit: dans un monde sombre et peuplé de souvenirs oubliés, Gorek se débat pour retrouver son ami Nico, un jeune garçon fragile. Ils vont vivre chacun une aventure au cœur de ce labyrinthe mystérieux qui pourrait bien leur coûter la vie. Intriguant, n'est-ce pas? Alors voilà, pour Anamnèse. Ensuite, celui-là, ça fait longtemps aussi que je vais le voir. J'avais vu passer gros sur les réseaux en Europe et c'est vraiment une brique. Donc, je suis contente de... Merci la bibliothèque parce que je ne pourrais pas me permettre ça. Donc, c'est celui-ci qui s'appelle Vert. Et c'est de Patrick Lacan et Marion Besançon chez Rue de Sèvres, justement. Et on est... la couverture est en couleur, mais à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Donc, c'est vraiment audacieux. Je vais voir si je peux vous montrer une ou 2 planches. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu... quand on est en bande dessinée comme ça, puis techniquement, je pense que c'est du jeunesse, je sais pas. Non, je pense que c'est en adulte. C'est quand même audacieux. Alors, c'est parti pour la quatrième. C'est l'histoire d'une métamorphose, celle de Clarence, qui guette le jour où sa mère sortira de la jungle de tubes la maintenant en vie, tandis que son père barricade son chagrin derrière une agressivité surprotectrice. Celle d'Adèle, qui ne parle pas, ou plutôt ne parle qu'aux arbres qui lui font ressentir les pulsations du monde, et aux oiseaux qui ornent sa tête depuis qu'elle a commencé à fleurir. Celle de Lucien, hypocondriaque et effrayé de tout contact avec l'extérieur jusqu'à l'apparition de ses premiers bourgeons. Celle d'une humanité frappée du jour au lendemain par une inexplicable mutation végétale. C'est l'histoire de racines qui s'entremêlent et de liens qui se nouent. Celui-là, il me tente vraiment gros, là. J'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, allons-y avec une adaptation roman graphique d'un roman de fantasy que je voulais depuis super longtemps, mais là, comme il est sorti en BD, je voulais voir ce que ça avait l'air. Donc, c'est l'adaptation en roman graphique de Le Bord de terre de Julia Thévenot, je pense. Julia Thévenot. Et c'est adapté par Timothée Lemans chez Sarbacane. Donc, je pense que c'est en plus qu'un tome. Oui, ça va être en plusieurs tomes. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. J'adorais la proposition graphique déjà d'emblée. Et à l'arrière, ben, en fait, c'est sûr que là, bon, ça doit faire référence au résumé de Bord de terre, mais allons-y quand même. Inès est du genre à castagner, ceux qui cherchent des embrouilles à son frère aîné Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des 2 côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa sœur qui, courant après leur chien, bascule dans un univers parallèle, Bord de terre. C'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille entre 2 plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine. Mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville.
Ça a l'air super bon. Puis ça veut pas dire que je vais pas nécessairement lire le roman, ça m'avait vraiment intriguée. C'est juste que comme c'est moins mon genre, le fantasy, des fois j'hésite un peu parce que c'était comme une grosse brique. Et on termine sur, ben écoutez, j'ai commencé avec ma lecture qui faisait référence à la Seconde Guerre mondiale et on termine sur quelque chose qui est potentiellement très remuant. Et c'est sur la recommandation de Steph de Piketty, donc Piketty Bookin sur Booktube, que j'avais eu envie de le lire. Et c'est ici, ça s'appelle Adieu Birkenau de Ginette Kolenka et c'est chez Albin Michel. Et en fait, c'est un récit. C'est un récit de comment elle a vécu les camps, était à Birkenau, je crois. Donc, je vais la 4e de couverture. En avril 1944, à 19 ans, Ginette Kolenka est déportée au camp d'extermination Auschwitz II Birkenau. Elle n'en parle pas durant 50 ans avant d'accepter d'être filmée pour la Shoah Foundation que Steven Spielberg vient de créer. À la grande surprise de la septuagénaire, les souvenirs enfouis rejaillissent. Elle se lance à corps perdu dans le témoignage. En octobre 2020, à 95 ans, elle permet à Victor Matet et Jean-David Morvan de l'accompagner lors d'un de ses voyages de groupe en Pologne, à l'issue duquel elle décide de ne plus jamais revenir. Dans cet album bouleversant mis en image avec pudeur et puissance par Effa, Gesk et Roger, elle fait le pont entre son premier et son dernier passage dans le plus grand cimetière du monde, avec ce mélange unique de force, d'humour et d'espoir qui la caractérise. Donc, c'est sûr que ça va être terrible, mais en fait, c'est ça, ce qui était intéressant, parce que Steph de Piketty mettait de l'avant, c'est que c'est un récit, mais en fait, c'est un récit d'une survivante d'Auschwitz qui va aller revisiter Auschwitz plus tard, donc comment elle vit ce retour sur place. Donc, c'est quand même une perspective qui est un petit peu moins exploitée en général. Donc, je trouvais que c'était quand même quelque chose de super intéressant. Puis, dans le fond, c'est comme elle qui va finir par faire un peu la guide. Il semble y avoir des retours dans le passé. Là. Je vais essayer juste de voir si, comme dans le fond, là, elle arrive à Auschwitz en tant que guide, je crois. Puis, j'ai vu un petit peu avant qu'il y avait quelques planches qui étaient dans d'autres teintes qui semblent être des retours dans le passé. Ouais, j'imagine. Voilà. Donc, c'est parti. C'est donc ça, mon fameux book haul de bibliothèque. Plus lecture terminée, plus lecture en cours. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à tout bientôt. Je vais aller poursuivre ma pause repas. Puis, allez, à tout de suite! Coucou! Alors, nous revoici en ce vendredi matin avant le boulot. Parce que je viens tout juste de terminer cette lecture. Donc, Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, ici en édition collector chez Point. Ah, c'était tellement bon. Moi, je l'ai écouté en livre audio. Puis, comme je vous disais, je pense quand même que c'est un livre. Bon, c'est quand même une écriture qui est un peu plus classique, un peu plus fleurie, comme je vous disais. Puis que peut-être ça peut un peu tenir à distance si on s'attend à quelque chose de haletant. Mais si on sait que c'est une approche qui va nécessairement être immersive, une approche, un roman d'ambiance dans lequel, en fait, on va passer de l'intériorité de l'un à l'intériorité de l'autre. On va mettre en valeur, en fait, la vie rude des pêcheurs qui sont bretons, mais qui vont pêcher en Islande, mais aussi de celles qui restent, ces femmes qui les voient partir et qui ne savent jamais si la mère va les voler. La mère en tant que telle est un personnage, comme à chaque fois on parle un peu de la réalité des pêcheurs parce que ce sont des hommes passionnés qui ont comme une espèce d'histoire amour-haine avec ça, la mère, parce qu'ils ont comme un peu besoin d'aller là-bas, à la fois pour des raisons personnelles, peut-être d'aventure, d'attachement, de défi par rapport à cette force de la nature-là, aussi évidemment pour des raisons pécuniaires de base pour survivre. Mais en même temps, il y a aussi la vie sur Terre, pas sur Terre, à terre, donc sur le rivage, avec ceux qu'ils aiment, mais ils sont comme toujours un peu déchirés entre les deux. Puis les gens qui restent, dans le fond, à la fois les femmes et les familles qui restent puis qui voient les pêcheurs partir, ben cette attente-là est faut se mettre dans le contexte où c'est une attente, ben en fait même maintenant c'est pas évident si on a quelqu'un qui est à la pêche puis qui est en mer, mais à l'époque on n'est pas dans une époque où il y a des GPS, des communications, les lettres ça se rend pas vraiment, donc souvent on peut ne pas savoir que quelqu'un est disparu pendant très longtemps ou jamais être certain de ce qui s'est passé, ou alors avoir peur que la personne soit disparue, mais finalement la personne arrive vraiment tard mais il n'y a eu aucune communication. Donc, ça, c'est le côté un peu plus concret, mais c'est tellement bien dit, c'est tout fin, c'est tout... comme je vous disais, c'est vraiment une écriture sur laquelle on peut se laisser voguer. Il y a comme vraiment
On ressent presque le mouvement des vagues dans cette écriture-là. Puis même si l'écriture est assez, je dirais, comme je vous disais, assez plutôt classique puis bien travaillée, ça se lit bien. C'est des petits chapitres de 1 à 2 pages avec, il y a 5 parties puis des chapitres courts. Donc même si ça ne crée pas un effet haletant, mais ça crée justement une espèce de rythme, comme je vous disais, une espèce de ressac ou je sais pas trop quoi, qui fait qu'on va passer d'un point de vue à l'autre, puis qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être enfermé dans la densité de la description qu'il y a. Mais j'ai vraiment adoré ça. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais c'est peut-être que dans quelques jours, je vais réaliser que c'est ça pour moi. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir découvert cette œuvre-là que je connaissais pas du tout. Je vous invite vraiment à la lire. Mais comme je vous dis, c'est sûr que la lire en tant que telle, en papier, ça peut être intéressant aussi. Mais je dis juste à ceux qui sont peut-être moins enclins à être en mesure de se concentrer assez pour apprécier ce type de plume-là qui est vraiment travaillé. L'option de livre audio est vraiment intéressante. Le narrateur qui est là, je pense que c'est Marc Hamon, est vraiment super. Le jeu qu'il fait, il laisse toute la place en fait à la plume de l'auteur, mais en même temps, il nous fait c'est comme s'il amplifie en fait les mouvements d'émotion qui sont ressentis, qu'on peut percevoir à travers l'écriture. Donc, vraiment très belle lecture. Je trouve que je vous le montre 40 fois. Je trouve que ça clôt très bien cette semaine livresque. Donc, j'avance dans mon fameux défi littéraire, mais à date, j'ai fait juste des bonnes découvertes. Donc, je suis très heureuse. Alors, écoutez, sur ces bonnes paroles, comme d'habitude, je vais clore rapidement le vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir des plumes peut-être, ou peut-être ça vous a donné envie de vous replonger dans certaines plumes. Bien, n'hésitez pas à me mentionner si jamais vous en avez lu certains des livres que je vous ai présentés cette semaine. Est-ce que vous avez déjà connu Pierre Loti comme auteur? Ça, c'est juste moi qui étais vraiment ignorante. C'est possible, on ne peut pas tout connaître. Donc, ça se peut que ce soit juste moi qui avait échappé cet auteur-là qui est pourtant qui était pourtant bien prolifique, puis qui a l'air d'avoir un type d'écriture assez caractéristique de description de ses aventures, entre guillemets. Donc, c'est pas de l'autofiction, mais c'est bien inspiré un peu de ses voyages en mer. Fait qu'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Évidemment, si ça vous a plu, petit pouce en l'air, c'est toujours un petit peu de soutien, c'est toujours apprécié, mais de toute façon, vous le savez, nous, on se retrouve de toute façon dès le prochain vlog. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, bonne lecture, puis à la prochaine!